J'ai remis des graines aux oiseaux. J'ai remis une bûche dans le feu. Quel temps! Et pendant que le café chauffe, parlons un instant. Causons un instant ensemble, voulez-vous? Ah oui, je sais, c'est pas 1 heure pour boire le café. C'est pas 1 heure pour démarrer la journée. Mais que voulez-vous? Quand le matin, ouvrant l'œil, je vois par les fenêtres, tous les matins, un temps gris et bouché, couvert, au mieux une lueur malsaine, ça me donne pas vraiment envie. D'autant qu'il faut bien vous dire que je suis un peu décalée. Je travaille plutôt le soir. Enfin, je décale ma journée. Et c'est pas le temps qui fait et le froid qui fait qui m'encourage à me lever tôt pour aller jardiner. Profiter de la journée. La fatigue aidant aussi. Vous êtes très nombreux. Être réel ou correspondant par clavier interposé à me faire part de votre fatigue et de votre lassitude, de votre fatigue physique, purement. On parle même pas du reste, n'est-ce pas? Mais, une fois de plus, je ne veux pas vous désespérer. Quand on m'a dit « use de ton pouvoir créateur pour faire revenir le ciel bleu », mais je ne veux pas faire revenir le ciel bleu, je veux juste faire éclater la vérité. Et si la vérité, c'est que quelque chose ne tourne pas rond, autant que ça se voit, vous ne trouvez pas? Parce qu'alors nous sortons de l'espoir stupide et inutile, nous sortons de l'attente, nous sortons du déni, nous voyons. Oui, c'est effrayant de voir, bien sûr que c'est effrayant. Mais nous ne sommes pas impuissants, rappelez-vous. Nous ne sommes impuissants que si nous cliquons sur le petit bandeau qui dit « j'accepte, je consens ». Et quelqu'un m'a dit « mais alors, si c'est foutu, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais ça a toujours été foutu, ça n'est pas la question. Ce monde, nous ne nous battons pas pour lui pour qu'il soit meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Ouvre les yeux, cher ami, ce monde n'est pas meilleur depuis que tu es né. Malgré tous les combats, malgré toutes les avancées, tu vas enfin comprendre. Il n'y a pas d'avancée. Le combat, c'est toujours contre nous. Mais j'ai une bonne nouvelle, ça n'est pas là que ça se place. Ton pouvoir n'est pas dans ce que tu peux faire dans le monde, mais tu allais dire, putain, je vais vous le dire combien de fois. Je croyais que vous qui m'écoutez, avec autant de constance, vous l'aviez compris. Bon, je sais que toi, tu l'as compris et tu le pratiques déjà. Mais toi, tu ne l'as pas compris. Il vous semble que je dis des choses paradoxales. Ce ne sont pas des choses paradoxales. Ce sont des choses qui, dans votre esprit, sont accolées, tout le temps accolées. Si alors. Et depuis le début, depuis les toutes premières capsules que j'ai choisi de faire, celles qui étaient vraiment personnelles, c'était pour déprogrammer dans votre esprit ce qui était programmé et que moi j'avais déjà mis au jour dans mon esprit comme étant programmé. Je ne peux pas déprogrammer chez vous ce que vous ne déprogrammez pas vous-même ou ce que je n'ai pas identifié. C'est pour ça que nous réfléchissons ensemble, pas à pas. Il s'agissait pour moi de mettre à notre service à tous ma compétence en matière d'expertise du langage, de la programmation par le langage, parce que je vous ai dit déjà de nombreuses fois que mon père était un spécialiste de la question. Et il ne m'a enseigné des choses que très indirectement. Il fallait bien sûr pour lui que j'aie de certaines connaissances, sinon il ne pouvait même pas parler avec moi. Mais il y a des choses qu'il ne m'a pas dites. Les savait-il vraiment lui-même? Je suppose que oui. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que je dis que la biologie est sacrée que cela implique que l'acte sexuel ne tend qu'à la reproduction. Dans votre esprit, ça souvent c'est pas clair. L'acte biologique, sexuel, se fait entre un homme naturel et une femme naturelle. Mais il y a encore tout un tas d'étapes pour arriver à la conception d'un enfant. La première, la plus évidente évidemment, c'est que l'éjaculation se produise dans le vagin. Ce qui n'est pas une obligation. Et il y a plus d'un titre. Mais je ne veux pas vous choquer de si bon matin. Ce dont j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est que votre mental va trop vite. Ou plutôt, les notions, ils sont collés les unes aux autres, comme des pages de livres collés. Vous savez, ces livres qui ont été à l'humidité, ou sur lesquels quelque chose aurait coulé, on ne peut plus décoller les pages. Moi, je nous invite à décoller les pages.
il y a tant de notions qui se confondent dans votre esprit quand vous dites un mot, que tout le concept vient avec, tous les concepts qui ont été préparés pour vous viennent avec. Quand on dit amour, on parle de sexualité. Et quand on parle de sexualité, comme je viens de vous le montrer, très très brièvement, une idée semble automatiquement en entraîner une autre et en entraîner une autre, de sorte que vous ne faites pas la différence entre des choses extrêmement distinctes, de nature différente. Ce faisant, vous vous laissez voler votre pouvoir de décider comment vous voulez voir la chose, comment vous voulez la pratiquer, comment vous voulez la comprendre, quelle valeur vous voulez lui donner. Il me semble que je ne fais que ça, et que très peu d'entre vous m'entendent vraiment. Oh, écoutez, ma voix, ça va toujours tout seul. Hein, c'est du sucre qui fond dans l'oreille. Burk. Mais comprendre les implications, qu'il va vous falloir secouer un tout petit peu votre paresse mentale, cette paresse qui vous fait prendre une chose pour une autre parce que ces deux choses vous ont toujours été présentées ensemble. Vous comprenez pourquoi parfois aussi je me sens fatiguée? Parce que le travail intellectuel, le travail de l'intellect, le travail du mental peut être très fatigant. Surtout quand il s'agit de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, exactement comme avec le corps. Notre mental n'est pas souple, il est raide. Il n'est pas fort, il est faiblard. Il n'est pas adaptable, il est rigide. Il n'est pas rapide, il est très lent. Il n'est pas léger, il est lourd et terre à terre. Notre façon de réfléchir est essentiellement matérialiste. Et par matérialiste, je ne veux pas dire ce petit sens étriqué qui vous fait croire que un matérialiste, a envie d'avoir une grosse voiture. Mais comme vous n'avez pas une grosse voiture, vous n'êtes pas matérialiste. Non, c'est pas ça le matérialisme. Ça, c'est l'acception la plus générale, la plus générique. Et tout le monde, dans ce cas-là, quasiment tout le monde dit « Mais moi, je suis pas matérialiste, regarde, j'ai une petite maison, j'ai une petite piscine, j'ai un petit 4x4. Non, je cours pas après l'argent, moi. J'aime juste être bien habillée et j'avais envie de ça. » ou non, mais ça, c'est du matérialisme, de base, dans le sens être attaché au bien matériel. Mais je ne parle pas de ça. Même si vous êtes spirituel, il y a de fortes chances que vous ayez très fortement été contaminé par ce que j'appelle, ce qui s'appelle, ce que j'ai vu nommer le matérialisme spirituel. C'est-à-dire utiliser la spiritualité ou des pouvoirs occultes, mais même sans aller jusque-là, juste la spiritualité, la foi, l'aspiration à quelque chose de plus grand, pour faire advenir des choses dans la matière. Ça, c'est du matérialisme. Ça veut dire qu'avant tout, vous avez investi la matière. Vous croyez avoir investi la spiritualité, mais la finalité, c'est la matière. Ça reste du matérialisme. Notre pensée est matérialiste. Du style, ah, qu'est-ce qu'on fait pour ce monde alors? Moi, je prie pour ce monde et tout. Non, tu pries pour prier. Tu pries parce que tu as la foi. Tu ne pries pas pour demander quelque chose dans ce monde. Bien sûr, tu peux le faire. Mais ça reste du matérialisme. Prier pour que mes petits-enfants ne soient plus fâchés contre moi, mais c'est pas de la spiritualité. C'est de l'attachement émotionnel. Qui se sert d'une pseudo-spiritualité? Vous voyez, on fait toujours la confusion, tout le temps. La pensée essentiellement matérialiste se focalise sur ce monde. Sur ce monde et ce qu'il faudrait faire pour ce monde et quel engagement on prend et comment on résiste. Mais ce n'est pas à ce monde qu'il faut guérir. Si quelque chose doit être guéri, c'est toi. C'est moi. Mais toi, tu ne peux le faire que pour toi et moi, je ne peux le faire que pour moi. Ce faisant, le monde autour de nous change parce que nous n'en voyons plus les mêmes choses, mais surtout, essentiellement, parce que ce n'est qu'une conséquence involontaire. Si tu veux faire changer le monde, tu te heurteras à des murs. Si tu veux te transformer toi-même, te libérer toi-même, ton monde va changer, c'est une conséquence bienvenue, mais ça ne peut pas être ta motivation. Je sais ce que tu vas me dire, c'est que toi tu as des enfants, n'est-ce pas? Et je ne me désintéresse pas du tout du problème. Mais essaye de l'envisager sous un autre angle, veux-tu? Tu as des enfants et tu te sens responsable, c'est-à-dire que tu as envers eux un attachement émotionnel dont tu ne pourras jamais te détacher, et c'est le premier piège de la matrice.
Mais s'il te plaît, considère que toi aussi tu t'es incarné en tant qu'enfant, que tes parents n'ont peut-être pas été à la hauteur sur tout, ou pas été à la hauteur du tout, que les choses qui te sont arrivées dans ton enfance, ton adolescence et plus tard en grandissant, en prenant de l'âge, ces choses-là n'auraient pas dû arriver. Une bonne partie des choses qui t'ont traumatisé n'auraient pas dû arriver. Et pourtant, c'est le sens de notre passage ici. De là à conclure que de toute façon, la vie c'est ça et qu'il n'y a rien à faire, c'est encore une conclusion trop hâtive. Mais toi-même, quand tu t'es incarné, que ton enfance a été peut-être saccagée, te vois-tu comme un enfant ? Non, tu te vois comme l'adulte que tu es devenu, responsable des enfants. Mais tes parents, à moins qu'ils ne soient complètement dénaturés, eux aussi se sentent coupables. Même s'ils ont été déchirés entre leur besoin d'avoir une vie à eux, ou leur pulsion, ou leur démon, et ton bien-être, ils se sentent coupables parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ne t'ont pas apporté ce qu'un enfant devrait pouvoir avoir dans sa vie pour être bien. Donc ce cycle est un cycle infernal qui se recommence indéfiniment. Tu en as pris ton parti pour toi. Et peut-être même que tu as pardonné à tes parents ou tu t'es rendu compte que de toute façon ils n'auraient pas pu mieux faire dans ce monde où tout est faussé. Eh bien fais pareil pour toi avec ton enfant. Parent, c'est un contrat à durée déterminée. Quand ton enfant est adulte, tu le lâches. Tu le lâches. Et tu le lâches émotionnellement et spirituellement. Dans Khalil Gibran, le prophète, il est dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ce sont les fils et les filles du désir de la vie. » Vous comprenez cette phrase ? Vous l'avez lue, vous la connaissez pour la plupart d'entre vous, mais vous ne l'avez pas intégrée. Vous n'avez pas confiance dans cet être cosmique qui s'est incarné à travers vous, spécialement à travers vous pour venir dans ce monde pourri à cette époque épouvantable. Mais toi-même, quand tu t'es incarné, l'époque était déjà épouvantable. Selon ton âge, tu as connu la radio, la télé, le smartphone, les jeux vidéo. Tu ne comprends pas que ce monde est en constante involution ? La bonne nouvelle, la voici. Tu n'es pas né dans ce monde uniquement pour y mourir. Ce monde n'est pas toute la réalité. Les gens pensent qu'après la mort, même s'ils ne croient pas à la mort, nous n'avons plus de corps et nous sommes comme ça flottant dans les étoiles. Je n'en crois rien. Rien ne peut me laisser croire une chose pareille. Et certains croient qu'après c'est le néant, qu'avant il n'y avait rien, qu'après il n'y aura rien. Mais je ne peux pas croire une chose pareille. Rien ne peut me le laisser croire. Celui qui a peur d'après la mort, c'est le mental en toi. Ce n'est pas toi. En réalité, nous ne mourrons pas comme nous ne sommes pas nés. Nous ne sommes pas venus du néant. Et ce que nous faisons sur cette terre, c'est exactement ce que nous faisons dans nos rêves. Quand nos rêves nous présentent des défis difficiles, des situations effrayantes, nous ne savons pas que nous rêvons. Je parle de ces rêves où nous ne savons pas que nous rêvons, bien évidemment. Et nous agissons exactement comme nous agirions dans ce monde-là, sans savoir qu'en fait nous sommes dans un rêve, que ça n'est pas réel et que ces peurs sont imaginaires, bien que nous les ressentions dans tout notre corps au point que parfois elles nous réveillent. Peut-être parfois depuis ce monde, certaines peurs nous réveillent aussi. Ce que nous faisons dans ce monde, c'est découvrir quelque chose. Au mieux, la plupart ne veulent rien découvrir, mais peut-être que la plupart ne sont que des personnages non-joueurs. Toi, tu peux les rejoindre, ou tu peux te rendre compte que tu es au centre. La question n'est pas de rendre le monde meilleur pour tes enfants. La question n'est pas de faire cesser l'iniquité, la guerre, les violences, les abus. C'est impossible. Et bien sûr, et ça va te sembler paradoxal, en tant que parent, tu dois protéger tes enfants tant qu'ils sont des enfants. Tu dois absolument et impérativement protéger tes enfants, protéger les enfants. Bien sûr que dans notre monde où les enfants sont élevés par la petite cellule familiale, c'est à toi de les protéger avant tout et de veiller à leur bien-être, à leur santé, à leur intégrité. Ce faisant, tu devrais absolument t'abstenir de les envoyer à l'école, il me semble. Mais bien sûr, tu fais ce que tu peux.
Et c'est en cela que nous ne pouvons pas protéger autrui, même les enfants, parce que ce monde est ainsi fait. Mais il y a quand même des limites, tu crois pas? Nous devons protéger bien sûr les personnes âgées, mais seules les personnes âgées qui sont dignes, celles qui veulent tout, sans faire le moindre effort et qui ont la vieillesse et la mort de leur propre vie. Que pouvons-nous pour elles? Notre monde est devenu tellement matérialiste que les personnes âgées, très âgées maintenant, qui avaient vécu simplement, ne pourraient plus le concevoir un seul instant. Ce serait pour elles comme déchoir. Cette personne qui m'expliquait, en espérant trouver en moi une alliée, que quand elle était jeune, elle devait aller vider le seau d'aisance de toute la famille dans un petit terrain en traversant la rue. C'était des choses aberrantes parce qu'en fait, comme ils avaient juste un petit lopin de terre, c'était un commerce, je crois, il y avait une cour derrière, ils auraient pu faire un compost avec des végétaux, même en ville, quelques feuilles ramassées feraient l'affaire, un compost fermé avec toutes les épluchures et les déchets humains. Mais non, ils n'ont pas fait, il fallait qu'ils envoient la fille de la famille traverser toute la salle du commerce en question avec le seau et aller vider plus loin. Bien sûr que elle a confondu cette tâche et l'humiliation qu'elle comportait et la difficulté de ne pas se faire voir et tout ça. La famille entière s'était donc reposée sur elle, s'était dédouanée de cette tâche en la lui confiant. Elle avait confié cette honte et cette corvée avec le fait de ne pas avoir de toilette à eau. Et je la laissais dire, je me demandais quand est-ce qu'elle allait me lâcher avec ça. Bien sûr, je ne lui ai pas dit que dans toutes mes maisons, la première chose que j'avais fait, c'était d'enlever les toilettes et d'aller soit dans le chemin parce que j'étais à côté d'un petit lieu boisé, que j'avais un pré assez grand ou chose comme ça, que j'allais dehors. Après, j'ai fait un seau à l'intérieur que je vidais souvent, ou pas souvent, ça ne sentait pas avec l'herbe que je mettais. Et mon ami, lui, n'a jamais été cagué à l'intérieur, il allait toujours dehors. C'était beaucoup plus sain, il y avait tellement de place, et des feuillages et de l'herbe en toute saison. Alors ces personnes-là qui ont vécu comme ça, même elles ne le toléreraient plus. Il leur faut tout. Mais les vieux d'il y a 50 ans, c'était des gens avec de la vitalité, les vieux de la campagne en tout cas, et même les vieux de la ville, certains en tout cas. Ils étaient actifs, ils faisaient le jardin, ils faisaient des choses qui avaient du sens. Ils restaient chez eux jusqu'à la fin. Non, ils n'avaient pas de confort, mais franchement, je commence à me demander ce que vous mettez derrière ce mot. Quand j'entends confort dans vos bouches, j'entends dégénérescence. Le frigo, le congèle, les volets roulants. Non mais vous vous êtes vus. Franchement, vous vous êtes vus. Il y a 50 ans, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de voiture, en ville comme à la campagne, et les gens marchaient, et les gens portaient, et les gens se donnaient du mouvement, ils avaient des muscles, ils avaient du cran physiquement. Aujourd'hui, quand on parle de faire du vélo, c'est du vélo électrique. Nous avons totalement dégénéré. Il n'y a pas que les invertis de tous les sens et de tous les bords, avec leurs cheveux de toutes les couleurs, et leur culte du corps, qui sont des dégénérés. Nous avons tous dégénéré, très 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 rapidement. Regardez les enfants d'aujourd'hui. Tes fameux enfants, ils sont dehors, ils jouent au parc, ils grimpent dans les arbres, ils reviennent avec les genoux écorchés, les joues roses, le souffle court parce qu'ils ont tellement couru, non? Bien sûr que non. Ils sont toute la journée devant leur écran, toute la journée enfermés en classe et puis à l'étude ou je ne sais quoi. Après, ils sont enfermés parfois pendant 1 heure dans le car de ramassage qui les ramène en faisant tours et détours. Et après, ils sont devant la télé, devant leur tablette. Ça va être quoi, ces enfants? Ils sont déjà ramollis du ciboulot, ramollis dans leurs muscles, ils valent rien à la course. Ils valent rien dans la créativité. Et toi, tu ne leur as rien transmis parce que si ça se trouve, t'as déjà été dans ces générations-là. Alors bien sûr, c'est foutu. Comment peux-tu rêver d'un monde meilleur avec des gens qui ont été élevés devant des écrans? Réveillez-vous, les amis. Changez de vie immédiatement. Ah, mais tout le monde ne peut pas le faire, bien sûr. Tout le monde ne le fera pas. Tout le monde devrait vouloir le faire. C'est de ne pas en avoir envie qui est malsain. De l'exercice physique. Aller à pied à l'école quand encore on va à l'école. Mon Dieu, tout le monde va à l'école.
Je sais que de ne pas y aller est devenu interdit, mais quand respirer ou rire sera devenu interdit, tu t'en empêcheras aussi? C'est parce que nous sommes trop attachés à ce monde et à son confort que notre pensée est matérialiste. Notre pensée ne peut pas s'élever à autre chose. Et autre chose, c'est ce qui compte, c'est qui je suis. Je ne parle pas d'égoïsme. Je ne parle pas de tout pour ma gueule. C'est pas ça. Qui je suis est venu s'incarner dans ce monde et jouer un jeu de rôle avec parents, enfants, amis, voisins, amants, mari, amour. Mais ça n'est pas la vraie réalité. Parce que quand tu rêves, tu es toujours au centre de toi-même, bien que ce ne soit pas la réalité continue de ton quotidien. C'est un niveau de réalité. Et bien là, tu vis dans un niveau de réalité. Essaye de voir tes enfants, tes parents, ces gens à qui tu es tellement identifié, tes petits-enfants, tes chats et tes chiens. Essaye de les voir comme des êtres qui ont pris temporairement cette apparence, comme toi tu as pris temporairement cette apparence et ce rôle. Si tu ne lâches pas tes enfants et tes petits-enfants, alors tu es bien parti pour refaire des tours et des tours dans cette fausse réalité. Vous me faites rigoler, vous. Ah, mais moi je reviens pas. Ah, mais moi je reviendrai pas ici, hein. Ah, je me réincarne pas. Mais tu crois que les vies d'avant, qui ont été certainement aussi merdiques, si elles ont eu lieu, t'ont donné envie de revenir et te voilà? C'est pas parce que tu dis que tu ne veux pas que ça n'arrivera pas. Tu n'as pas remarqué que ça marchait comme ça dans cette vie aussi? Ah non, il est hors de question que « Ah, je ferai pas ça ». Et oui, mais quand ça devient obligatoire. Obligatoire, c'est que tu ne peux plus faire autrement. Non, bien sûr, on ne met pas le flingue sur la tempe, mais il y a des choses qui sont difficiles à faire du point de vue pratique quand elles sont tellement interdites. Et puis il y a le flic intérieur, celui qui dit « Si tu fais ça, tout le monde va te regarder, on va te dénoncer, tu vas te mettre en danger, tu vas aller en prison, tu vas perdre ta maison. On va te retirer tes enfants. » Toutes ces peurs-là, elles sont efficaces. Et pourtant, ce ne sont que des peurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne fait rien. Commence par observer ta vie et toi-même. Qu'est-ce que tu fais de toi-même jour après jour? Et si tu me réponds « Je m'occupe de mes enfants », eh bien, tu ferais mieux de commencer par t'occuper de toi-même. Parce que si tu es une coquille vide, tu n'as rien à transmettre à tes enfants. La foi, la force et la connaissance profonde dont ils ont besoin pour tirer leur épingle du jeu pendant leur temps sur le plan de la terre. Comme ces gens qui parlent de compassion, d'égalité des chances, qui y croient vraiment, mais qui font tout pour que leurs enfants fassent de bonnes études, pour que, contrairement aux autres, ils ne soient pas obligés de faire des ménages, nettoyer par terre, être livreurs. Non, pour qu'ils aillent à Sciences Po, pour qu'ils aient des bons métiers. Vous vous rendez compte de la contradiction? Ils veulent pour leurs enfants un monde inégalitaire, mais où leurs enfants auront une bonne place. Ils veulent pas un monde égalitaire. J'ai remarqué que les gens les mieux intentionnés, parfois les plus intelligents, les plus purs, procédaient exactement de la sorte avec leurs enfants. Quand je dis tu dois protéger tes enfants, tu dois leur donner tout ce qu'il y a de mieux en toi et dans l'amour que tu partages avec ton conjoint. Pas leur donner le goût de grimper cette pyramide de pouvoir maudite. Ce que tu fais pour tes enfants, ce que tu peux faire de mieux, c'est de savoir qui tu es, n'est-ce pas? De le savoir intimement. Et que de toi il émane une telle force que tes enfants petits s'abreuveront à cette force. Plus grands s'en inspireront. Et quand leur temps sera venu d'être des adultes, ils se souviendront de cette force sans en avoir besoin. Mais toi, en tant que parent, ce que tu ne sais pas, c'est que tu veux que tes enfants aient besoin de toi à vie. Sinon, tu arrêtes d'exister. C'est ça le piège. Tu crois que non. Tu crois que tu les soutiens, tu crois que tu les instruis, tu crois que tu les aides dans la vie, mais tu ne les aides pas. Tu continues à baliser leur chemin pour continuer à avoir des relations avec eux. Et si tu as été en rupture avec tes parents parce que leur vision de la vie était absolument incompatible avec celle que tu t'étais forgée toi-même, pourquoi n'en serait-il pas de même pour tes enfants?
Et bien sûr, je connais la réponse, je l'ai entendue même de ma propre mère, sous des formes extraordinairement variées, qui se résument en une phrase. Ah, mais c'est différent. La relation que j'ai avec mes enfants, c'est tout à fait différent de la relation que moi j'avais avec mes parents. Toutes les générations confondues, toutes les histoires confondues, tout le monde dit ça. C'est une programmation. C'est dérangeant de voir à quel point tous les humains qui se croient libres de penser pensent exactement la même chose. Quand notre pensée émane directement de nos besoins émotionnels, c'est une pensée toute faite, copiée, collée. C'est difficile, hein. C'est difficile de voir ce qui est, parce que voir ce qui est ne se situe pas dans le ciel. Ça se situe en nous. Ça n'est pas dans les bunkers souterrains, ce n'est pas dans les cercles secrets, ce n'est pas... C'est d'abord en nous. Nos motivations ne sont pas celles que nous croyons. Nos motivations sont émotionnelles. Cet homme qui dit « Ah, je voulais me marier à l'ancienne, avoir une femme et qu'elle reste à la maison et tout ça », qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Je ne veux pas qu'elle ait de vie. Je veux que toute sa vie passe par moi. Je veux qu'elle soit habillée sexy, que la maison soit bien tenue. Je lui fais des enfants. Donc ma puissance virile, ma queue, mon pognon, en fait elle est à moi. Elle ne vit que par moi. Mais oui, c'est ça, qu'elle travaille pas dehors. Surtout pas. C'est l'homme qui va dehors, qui boit des coups, qui fait des trucs, qui travaille comme un dingue. Mais il n'y a pas de vie derrière tout ça. L'homme qui fait ça se fuit lui-même. Il travaille pas sur lui-même. Et ce qu'il veut assurer à sa femme, c'est du matériel. Il conçoit également les enfants comme du matériel, même s'il ne le sait pas. Avoir des enfants, c'est quand même très curieux de prendre notre émotionnel programmé pour un idéal spirituel. C'est renversant. Je ne dis pas, justement au contraire, je ne dis pas que la femme ne devrait pas s'occuper de ses enfants pendant qu'ils sont petits. Bien sûr, sinon à quoi bon avoir des enfants ? Mais je ne dis pas non plus que la femme appartient à l'homme de ce simple fait, ni qu'elle ne doit pas avoir de réalisation personnelle et sociale, quelle qu'elle soit. Je dis pas travailler, executive woman, j'ai horreur de ça, ou engagée dans l'armée, n'importe quoi. Non, une réalisation sociale. Et puisque dans notre monde ça passe par un peu de professionnel, eh bien il faut que chacun ait la même chance d'exprimer son existence aux yeux de la communauté. Mais l'homme qui est tout le temps dehors à ramener un salaire, c'est pas ça que je vois pour une famille fonctionnelle. C'est un homme qui s'occupe de tout ce qui est physique, trop physique, comme le jardin. Il y a des choses au jardin potager, au jardin familial, qui sont trop difficiles pour une femme, trop dures, ou bien que l'homme peut faire plus vite, plus efficacement. L'homme s'occupe de la maison, de tout ce qui est physique, de tout ce qui est construction. Mais ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas travailler ensemble, chacun suivant sa force et sa compétence. Une vraie famille fonctionnelle, c'est pas les parents dans tous les sens pour trouver un salaire, ou même la femme à la maison et l'homme dans tous les sens pour trouver un salaire. Une vraie famille fonctionnelle, c'est une famille où on élève des enfants, où il y a assez d'attention pour eux. Il y a assez aussi d'autonomie de la part des uns et des autres pour que les enfants ne soient pas collés à leurs parents, comme les parents ne vont pas se coller à leurs enfants dès qu'ils grandissent un peu, parce qu'ils n'ont pas su leur donner tout d'eux-mêmes dans les premières années. Oui, je sais, j'en parle à mon aise. Mais est-ce que vous ne voyez pas que tous les parents se sentent coupables à un titre ou à un autre, mais d'où cela vient-il ? De la façon dont ils ont conçu leurs enfants ? Ivresse d'un soir, fantasmes inavouables, éjaculation, fécondation, ou bien qu'ils n'ont pas été là quand les enfants étaient petits, tout petits, qu'ils avaient besoin d'une attention et d'une protection constante, ou bien qu'ils n'ont pas aimé le conjoint avec qui ils ont fait cet enfant. Au bout de 2 ans, vous voilà séparés. Bien sûr que vous vous sentez coupable.
Alors la seule façon pour vous d'effacer cette culpabilité, c'est d'essayer de réparer. Et jamais vous ne vous détachez de vos enfants. Tous les parents font ça. Les jeunes parents, les vieux. Ils essaient de se rattraper sur les petits-enfants, ils sont collés à eux. Oh, ma petite fille, regarde, ma petite fille, regarde. Mais je m'en fous de ta petite fille sur ton téléphone, je m'en fous, je la connais pas, je n'ai aucun attachement, ni à ta petite fille, ni à ton chat. Si je veux une relation avec toi, c'est pas avec ta copine, c'est pas avec ta petite fille, c'est pas avec ton chat, c'est avec toi. Essayez de voir à quel point nous sommes englués dans des relations émotionnelles qui nous cachent la vérité. Prendre soin les uns des autres, c'est pas se coller comme ça. Prendre soin les uns des autres, c'est aussi lâcher les attachements qui ne sont pas reliés à des choses réelles. La mère ou la grand-mère qui continue de gâter les enfants, les gendres et les neveux, tout ça, de leur donner du pognon. Et les enfants, les petits-enfants, les cousins, les neveux qui n'aiment pas cette personne, mais qui continuent à la voir, la recevoir pour recevoir du pognon, des avantages en nature. Vous trouvez ça sain ? Eh bien, dans l'essentiel des familles, c'est comme ça. Non, la famille n'est pas un lieu sacré de protection et d'élévation spirituelle, comme le disent les catholiques. Bien évidemment, c'est faux. Dans un monde dégénéré, comment pourrait-il en être autrement ? Alors on fait quoi ? Rien, on ne fait rien. D'abord, on s'observe. On observe le monde autour de soi, on observe les gens autour de soi, on observe surtout, et c'est plus délicat, on observe les relations qui existent entre nous et ces gens. De quoi sont-elles faites ? De quoi sont-elles constituées organiquement ? Et puis on se regarde soi-même. Ça c'est difficile. Il faudrait arrêter de courir partout. Il faudrait arrêter de s'inquiéter pour les autres. Il faudrait arrêter de s'illusionner, de se saouler d'écran, d'alcool, de drogues récréatives, d'émotions, d'informations. Et ça, c'est difficile, n'est-ce pas ? Mais si tu ne le fais pas, qui vas-tu être ? Que vas-tu incarner ? Et que vas-tu transmettre, infuser à tes précieux enfants, petits-enfants ? Ah, tu vis seul. Tu t'en fous de tout ça, bien sûr. Tu crois que tu es détaché de tout ce qui vit autour de toi, même si tu méprises tes voisins parce que ce sont des coquilles vides. Tes voisins éloignés qui sont les seuls humains à proximité desquels tu vis, puisque tu n'aimes plus la race humaine. Est-ce que ce sont des façons de vivre pour des humains, tout ce que nous faisons là ? Si nous nous regardons vraiment en face, très honnêtement, c'est vraiment une façon de vivre ça pour un humain ? Tout ce que nous faisons là, tout ce qui remplit nos journées, notre tête, tout ce qui revêt nos corps, tout ce qui rentre par notre bouche, franchement, c'est digne d'être vécu tout ça ? Franchement, c'est digne d'être vécu comme ça ?